Troisième aventure, comment Berton le maire fut trompé par Renard, et comment Renard fut trompé par Noiret. Pierre, qui vint au monde à Saint-Cloud, cédant au désir de ses amis, a longtemps veillé pour mettre en vers plusieurs joyeux tours de Renard, ce méchant nain dont tant de bonnes âmes ont eu droit de se plaindre. Si l'on veut faire un peu silence, on pourra trouver ici matière à plus d'un bon enseignement. C'était au mois de mai, temps où monte la fleur sur l'aubépine, où les bois, les prés reverdissent, où les oiseaux disent nuit et jour, chanson nouvelle. Renard seul n'avait pas toutes ces joies. Même dans son château de Maupertuis, il était à la fin de ses ressources. Déjà sa famille, n'ayant plus rien à mettre sous la dent, poussait des cris lamentables, et sa chère Hermeline, nouvellement relevée, était surtout épuisée de besoin. Il se résigna donc à quitter cette retraite. Il partit en jurant sur les saintes reliques de ne pas revenir sans rapporter au logis d'abondantes provisions. Il entre dans le bois, laissant à gauche la route frayée, car les chemins n'ont pas été faits pour son usage. Après 1000 et 1000 détours, il descend enfin dans la prairie. « Ah, Sainte-Marie, dit-il alors, où trouver jamais lieu plus agréable? C'est le paradis terrestre, où peu s'en faut. Des eaux, des fleurs, des bois, des monts et des prairies. Heureux qui pourrait vivre ici de sa pleine vie, avec une chasse toujours abondante et facile. Mais les champs les plus verts, les fleurs les plus odorantes, n'empêchent pas ce proverbe d'être vrai. Le besoin fait vieille trottée. » Renard, en poussant un long gémissement, se remit à la voix. La faim qui chasse le loup hors du bois lui donnait des jambes. Il descend, il monte, il épie de tous côtés, si d'aventure quelque oiseau, quelque lapin ne vient pas à sa portée. Un sentier conduisait à la ferme voisine. Renard le suit, résolu de visiter les lieux à ses risques et périls. Le voilà devant la clôture, mais tout en suivant les détours de haies et de sureaux, il dit une oraison pour que Dieu le garde de malencontre et lui envoie de quoi rendre la joie à sa femme et à toute sa famille. Avant d'aller plus loin, il est bon de vous dire que la ferme était au vilain le plus aisé qu'on pût trouver d'ici jusqu'à Troyes. J'entends Troyes la petite, celle où ne régna jamais le roi Priam. La maison tenant au Plessis était abondamment pourvue de tout ce qu'il est possible de désirer à la campagne. Des vaches, brebis et moutons, des gelines, des chapons, des œufs, du fromage et du lait. Heureux Renard s'il peut trouver le moyen d'y entrer. Mais c'était là le difficile. La maison, la cour et les jardins, tout était fermé de pieux, longs, aigus et solides, protégés eux-mêmes par un fossé rempli d'eau. Je n'ai pas besoin d'ajouter que les jardins étaient ombragés d'arbres chargés des plus beaux fruits. Ce n'était pas là ce qui éveillait l'attention de Renard. Le vilain avait nom Bertrand ou Berton, le maire, homme assez peu subtil, très avare et surtout désireux d'accroître sa chevance. Plutôt que de manger une de ses gelines, il eût laissé couper ses grenons et jamais aucun de ses nombreux chapons n'avait couru le danger d'entrer dans sa marmite. Pour Renard, il avait des idées toutes différentes sur le bon usage des chapons et des gelines. Et s'il entre dans la ferme, on peut être sûr qu'il voudra juger par lui-même du goût plus ou moins exquis de ces belles pensionnaires. De bonne heure pour lui, Berton était ce jour-là seul à la maison. Sa femme venait de partir pour aller vendre son fil à la ville, et les garçons étaient dispersés dans les champs, chacun à son ouvrage. Renard, parvenu au pied des haies par un étroit sentier qui séparait deux blés, aperçut tout d'abord en plein soleil nombreux chapons et Noiret tout au milieu, clignant des yeux d'un air indolent, tandis que près de lui, Geline et Poussin grattaient à qui mieux la paille amassée derrière un buisson d'épines. Quel irritant aiguillon pour la faim qui le tourmentait. Mais ici, l'adresse et l'invention servaient de peu. Il va, vient, fait et refait le tour des haies, nulle part la moindre trouée. À la fin, cependant, il remarque un pieu, moins solidement tenu, et comme pourri de vieillesse, près d'un sillon qui servait à l'écoulement des eaux grossies par les pluies d'orage. Il s'élance, franchit le ruisseau, se coule dans la haie, s'arrête, et déjà, ses barbes frissonnent de plaisir à l'idée de la chair savoureuse d'un gros chapon qui la vise. Immobile, aplati sous une tige épineuse,
Il guette le moment. Cependant, Noiret, dans toutes les joies de la confiance, se carre dans le jardin, appelle ses gelines, les flatte ou les gourmande, et se rapprochant de l'endroit où Renard se tient caché, il y commence à gratteler. Tout à coup, Renard paraît et s'élance. Il croit le saisir, mais il manque son coup. Noiret se jette vivement de côté, vole, saute et court en poussant des cris de détresse. Berton l'entend. Il sort du logis, cherche d'où vient le tumulte et reconnaît bientôt le goupil à la poursuite de son coq. « Ah, c'est vous, maître Larron! Vous allez avoir affaire à moi !» Il rentre alors à la maison pour prendre non pas une arme tranchante, il sait qu'un vilain n'a pas droit d'en faire usage contre une bête sauvage, mais un filet enfumé, tressé je crois par le diable, tant le réseau en était habilement travaillé. C'est ainsi qu'il compte prendre le malfaiteur. Renard voit le danger, et se blottit sous une grosse tête de chou. Berton, qui n'avait chassé ni volé de sa vie, se contente d'étendre les raies en travers sur la plate-bande, en criant le plus haut qu'il peut, pour mieux effrayer Renard, « Ah, le voleur! Ah, le glouton! Nous le tenons enfin !» En se disant, il frappait d'un bâton sur les choux, si bien que Renard, ainsi traqué, prend le parti de sauter d'un grand élan, mais où? En plein filet. Sa position devient de plus en plus mauvaise. Le réseau le serre, l'enveloppe. Il est pris par les pieds, par le ventre, par le cou. Plus il se démène, plus il s'enlace et s'entortille. Le vilain jouit de son supplice. « Ah, Renard, ton jugement est rendu. Te voilà condamné sans rémission. » Et pour commencer la justice, Berton lève le pied qu'il vint poser sur la gorge du prisonnier. Renard prend son temps. Il saisit le talon, serre les dents, et les cris aigus de Berton lui servent de première vengeance. La douleur de la morsure fut même assez grande pour faire tomber le vilain sans connaissance. Mais revenu bientôt à lui, il fait de grands efforts pour se dégager. Il lève les poings, frappe sur le dos, les oreilles et le cou de Renard, qui se défend comme il peut, sans pour cela desserrer les dents. Il fait plus. D'un mouvement habile, il arrête au passage la main droite de Berton, qui réunit au talon déjà conquis. Pauvre Berton, que venais-tu faire contre Renard? Pourquoi ne pas lui avoir laissé coq, chapon et geline? N'était-ce pas assez de l'avoir pris au filet? Tant gratte la chèvre que mal gît. C'est un sage proverbe dont tu aurais bien dû te souvenir plus tôt. Ainsi devenu maître du talon et du pied, Renard change de gamme et prenant les airs vainqueurs, « Par la foi que j'ai donnée à mamie, tu es un vilain mort. Ne compte pas te racheter, je n'en prendrai pas le trésor de l'empereur. Tu es là mieux enfermé que Charlemagne ne l'était dans l'Ançon. » Rien ne peut alors se comparer à l'effroi, au désespoir du vilain. Il pleure des yeux, il soupire du cœur, il crie « merci » du ton le plus pitoyable. « Ah, pitié, sire Renard, pitié, au nom de Dieu! Ordonnez, dites ce que vous attendez de moi, j'obéirai. Voulez-vous me recevoir pour votre homme le reste de ma vie? Voulez-vous... » « Non, vilain, je ne veux rien. Tout à l'heure, tu m'accablais d'injures. Tu jurais de n'avoir de moi merci. C'est mon tour à présent. Par Saint-Paul, c'est toi dont on va faire justice. Méchant larron, je te tiens et je te garde. J'en prends à témoin Saint-Julien qui te punira de m'avoir si mal hostelé. Monseigneur Renard, reprend le vilain en sanglotant, soyez envers moi miséricordieux. Ne me faites pas du pis que vous pourriez. Je sais, j'ai mépris envers vous. Je m'en accuse humblement. Décidez de l'amende et je la quitterai. Recevez-moi comme votre homme, comme votre serf. Prenez ma femme et tout ce qui m'appartient. La composition n'en vaut-elle la peine? Dans mon logis, vous trouverez tout à souhait. Tout est à vous. Je n'aurai jamais pièce dont vous ne receviez la dîme. N'est-ce rien que d'avoir à son service un homme qui peut disposer de tant de choses? Il faut le dire ici, à l'éloge d'An Renard, quand il entendit le vilain prier et pleurer pour avoir voulu défendre son coq, il se sentit ému d'une douce pitié. « Allons, vilain, lui dit-il. Tais-toi, ne pleure plus. Cette fois, on pourra te pardonner. Mais que jamais tu n'y reviennes, car alors je ne veux revoir ni ma femme, ni mes enfants si tu échappes à ma justice. Avant de retirer ta main et ton pied, tu vas prendre l'engagement de ne plus rien faire jamais contre moi. Puis, aussitôt lâché, tu feras acte d'hommage et mettras en abandon tout ce que tu possèdes. Je m'y accorde de grand cœur, dit le vilain. Et le Saint-Esprit me soit garant que je saurai trouver loyal en toute occasion. » Berton parlait sincèrement, car au fond, malgré son avarice, il était prud'homme.
On pouvait croire en lui comme en un prêtre. J'ai, lui dit Renard, confiance en toi. Je sais que tu as renom de prud'homie. Il lui rend alors la liberté, et le premier usage que Berton en fait, c'est de se jeter aux genoux de Renard, d'arroser sa pelisse de ses larmes, d'étendre la main délivrée vers le moutier le plus voisin, en prononçant le serment de l'hommage dans la forme accoutumée. Maintenant, dit Renard, et avant tout, débarrasse-moi de ton odieux filet. Le vilain obéit, Renard est redevenu libre. Puisque tu es désormais tenu de faire mon beau vouloir, je vais sur le champ te mettre à l'épreuve. Tu sais ce beau Noiret que j'ai guetté toute la journée. Il faut que tu me l'apportes. Je mets à ce prix mon amitié pour toi et ton affranchissement de l'hommage que tu as prononcé. Ah, monseigneur, répondit Berton, pourquoi ne demandez-vous pas mieux? Mon coq est dur et coriace, il a plus de 2 ans. Je vous propose en échange 3 tendres poulets, dont les chairs et les os seront assurément moins indignes de vous. Non, bel ami, reprend Renard, je n'ai cure de tes poulets. Garde-les et va me chercher le coq. Le vilain gémit, ne répondit pas, s'éloigna, courut à Noiret, le chassa, l'atteignit, et le ramenant devant Renard, voilà, sire, le Noiret que vous désirez, mais par Saint-Mandé, je vous aurais donné plus volontiers mes 2 meilleurs chapons. J'aimais beaucoup Noiret. Il n'y eut jamais coq plus empressé, plus vigilant auprès de mes gelines. En revanche, il en était vivement chéri. Mais vous l'avez voulu, monseigneur, je vous le présente. C'est bien, Berton. Je suis content, et pour le prouver, je te tiens quitte de ton hommage. Grand merci, dame Renard. Dieu vous le rende, et Madame Sainte-Marie. Berton s'éloigne, et Renard, tenant Noiret entre ses dents, prend le chemin de Maupertuis, joyeux de penser qu'il pourra bientôt partager avec Hermeline, sa bien-aimée, la chair et les os de la pauvre bête. Mais il ne sait pas ce qui lui prend à l'œil. En passant sous une voûte qui traversait le chemin d'un autre village, il entend le coq gémir et se plaindre. Renard, assez tendre ce jour-là, lui demande bonnement ce qu'il a tant à pleurer. « Vous le savez bien, dit le coq. Maudite l'heure où je suis né. Devais-je être ainsi payé de mes services auprès de ce Berton le plus ingrat des vilains? Pour cela, Noiret, dit Renard, tu as tort, et tu devrais montrer plus de courage, mon bon Noiret. Le seigneur a-t-il droit de disposer de son cerf? Oui, n'est-ce pas? Aussi vrai que je suis chrétien, au maître de commander, au cerf d'obéir. Le cerf doit donner sa vie pour son maître, bien plus, il ne saurait désirer de meilleur, de plus belle mort. Tu sais bien cela, Noiret, on te l'a 100 fois répété. Eh bien, sans toi, Berton aurait payé de sa personne s'il ne t'avait pas eu pour racheter son corps. Il serait mort à l'heure qu'il est. Reprends donc courage, ami Noiret. En échange d'une mort belle et glorieuse, tu auras la compagnie des anges, et tu jouiras pendant l'éternité de la vue de Dieu lui-même. Je le veux bien, sire Renard, répondit Noiret. Ce n'est pas la mort qui m'afflige et me révolte, car, après tout, je finirai comme les croisés, et je suis assuré comme eux d'une bonne soudée. Si je me désole, c'est pour les chapons, mes bons amis. Surtout pour ces chères et belles gelines que vous avez vues le long des haies, et qui seront un jour mangées sans le même profit pour leurs âmes. Allons, n'y pensons plus. Mais donnez-moi du courage, dame Renard. Par exemple, vous feriez une bonne œuvre si vous me disiez une petite chanson pour m'aider à mieux gagner l'entrée du paradis. J'oublierais qu'il me faut mourir et j'en serais mieux reçu par les élus. Par la foi que je dois à Hermeline, il ne sera pas dit que tu sois refusé. Écoute plutôt. Renard se mit alors à entonner une chansonnette nouvelle, à laquelle Noiret semblait prendre grand plaisir. Mais comme il filait un trait prolongé, Noiret fait un mouvement, s'échappe, bat des ailes et gagne le haut d'un grand orme voisin. Renard le voit, veut l'arrêter, il est déjà trop tard. Il se dresse sur le tronc de l'arbre, saute et n'en peut atteindre les rameaux. « Ah, Noiret, dit-il, cela n'est pas bien, je vois que vous m'avez vilainement gabé. »« Vous le voyez » dit Noiret. « Eh bien, tout à l'heure, vous ne le voyiez pas. Possible, en effet, que vous ayez eu tort de chanter. Aussi, je ne vous demande pas de continuer le même air. Bonjour, dame Renard. Allez vous reposer, quand vous aurez bien dormi, vous trouverez peut-être une autre proie. » Renard, tout confus, ne sait que faire et que résoudre. « Par Sainte Anne, dit-il, le proverbe est juste. Beau chanter, nuit ou ennui, et le vilain dit avec raison, entre la bouche et la cuillée, il y a souvent encombre. J'en ai fait l'épreuve. Caton a dit aussi, à beau manger peu de paroles, pourquoi ne m'en suis-je pas souvenu? Tout en s'éloignant, il murmurait encore, mauvaise et sotte journée. On dit que je suis habile et que le bœuf ne saurait labourer comme je serais leurré. Voilà pourtant un méchant coq
qui me donne une leçon de tromperie, puisse au moins la chose demeurer secrète et ne pas aller jusqu'à la cour. C'en serait fait de ma réputation.